Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans cette nouvelle émission. Vous êtes évidemment toujours sur UFM. Et aujourd'hui, vous allez entendre parler d'un univers peut-être insoupçonné. Un autre monstre. Il suffit parfois de ne faire qu'un pas de côté pour se rendre compte qu'il existe. On va parler d'associatif. Combien de fois n'ai-je pas entendu des propos pessimistes à propos de l'écologie, de la transition ? Or, aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le concret, dans ces initiatives qui transforment l'utopie en un monde réel. Ce sont des actions, des citoyens, des collectifs, des associations qui, à leur manière, participent à faire tendre notre société vers un idéal. Et justement, Autremont, c'est un festival regroupant associations et collectifs montois qui aura lieu le 11 octobre 2025. Et oui, chers auditeurs, je vous l'avais dit, de l'utopie vers le réel. Cependant, l'écologie n'est au fond pas si utopique, car dès qu'un geste se pose, elle devient concrète, réelle et touchante. Et c'est cela que nous allons explorer aujourd'hui. Donc, bonjour Isabelle. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir pour tourner cette émission. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton association et en quoi elle consiste ? Oui, mon association s'appelle CIEPN au Centre, donc c'est avec C. C'est une association d'éducation permanente du MOC, du Mouvement ouvrier chrétien. C'est l'association qui met en place des projets concrets sur le terrain. Mais avant de rentrer dans les détails, je souhaiterais parler notamment de publics avec lesquels on travaille quotidiennement. Donc, parmi les actions qu'on met en place, on fait des cours de français, langue étrangère, on donne aussi des cours d'alphabétisation et de citoyenneté. Et donc, on travaille avec des personnes notamment d'origine étrangère. Et en parallèle de ce type de formation, on met en place aussi un travail sur le terrain d'éducation permanente, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc, ça consiste en un travail qui vise l'émancipation. Donc, par rapport à cette émancipation, on travaille différents axes thématiques. Par exemple, moi, en lien avec tout ce qui peut être avec l'écologie, mais j'ai pu citer la mobilité, j'ai pu citer l'alimentation, notamment. Et donc, par exemple, notamment avec la mobilité, mais en parallèle, sur le terrain, on a un projet, notamment en partenariat avec ProVélo, qui s'appelle Vélo Solidaire. Donc, ça consiste en une formation pour apprendre à rouler à vélo ou pour se familiariser avec les vélos parce qu'on n'a pas eu la chance dans notre pays d'apprendre à rouler à vélo ou tout simplement parce qu'on les faisait quand on était petit et maintenant on ne sait plus ou aussi parce que on vient habiter dans son pays qu'on n'a jamais roulé à vélo et on souhaiterait connaître les codes de la route et se sentir en sécurité. Et donc voilà, pour ces diverses raisons, on met en place ces projets. Et donc notre objectif, c'est pas seulement que ces personnes apprennent à rouler au vélo, c'est aussi se questionner sur toutes les problématiques qu'elles peuvent vivre, sur les freins qu'ils rencontrent, par rapport à cette mobilité douce et surmonter collectivement ces différents obstacles qu'on rencontre sur le terrain. Donc voilà, ça qui est concrètement par rapport à la mobilité et par rapport au projet en lien à la thématique de l'alimentation. Mais justement, on prépare chaque année une journée d'alimentation avec toutes ces personnes qui suivent avec nous des cours de français. Et donc voilà, il y a un travail de réflexion, de mise en valeur des pratiques culturelles, des savoir-faire. Et donc c'est très riche. Et notamment en parallèle aussi on travaille avec des autres projets qui sont un peu plus méta, avec des associations partenaires. Par exemple, on a un groupe de travail sur l'alimentation qui va travailler on va travailler avec les organisations constitutives du MOC. Comme j'avais dit, les MOC, c'est
Les CIEP, c'est une association, c'est l'association d'éducation permanente du MOC. Et donc, les MOC, c'est une coordination des organisations constitutives. Et qui sont ces organisations constitutives? Mais sont les équipes populaires, c'est la mutualité chrétienne, c'est Vie féminine, c'est la CSC et c'est aussi les JOC. Et donc, ensemble, on va voir avec quelles sont les réalités, les réalités de vie des différentes personnes avec lesquelles militent dans les différentes associations ou sont bénévoles. Et donc, ensemble, on va essayer de construire une parole commune pour porter la voix de ces personnes-là. Et également, on va aussi mettre en place des actions sur les terrains collectifs pour viser notamment des politiques, notamment plus inclusives, plus justes, plus égalité par rapport à toutes les différentes thématiques qu'on travaille sur les terrains avec les personnes qui sont moins bien entendues dans la société. Et du coup, à la base, en fait, comment l'idée de créer le CIEP est venue? Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt de l'ordre public ou est-ce que c'est vraiment purement des gens qui se sont dit à un moment donné on va créer quelque chose comme le CIEP et le mettre en place? Donc, en fait, il faut aller marche arrière, 100 ans en arrière. Donc, à la base, le CIEP vient des mouvements ouvriers chrétiens, donc des luttes ouvrières, des personnes qui grâce à leur mobilisation, les injustices qu'ils subissaient, se sont mobilisées, ils ont obtenu des droits. Et donc, grâce à tout ça, il y a le mouvement ouvrier chrétien qui est né. Et donc, à part la suite, mais il y a toute une série de services qui se sont développés à côté pour notamment les CIEP, donc les services d'éducation permanente du MOC, qui met en place vraiment des actions concrètes sur le terrain pour rendre visible une parole politique avec des personnes qui voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, qui ont moins de possibilités, ils se sont moins bien entendus actuellement dans la société. Et du coup, il y a quand même une forte notion de former des gens, si j'ai bien compris, de leur apprendre quelque chose, ou de transmettre en tout cas un savoir-faire, je peux dire ça comme ça. En fait, les corps de notre méthodologie de travail, mais en fait, c'est d'une part, on prend conscience qu'on vit des inégalités et que ces inégalités sont des injustices qui... allez, comment expliquer? Donc, en fait, d'habitude, on se culpabilise, on se met la faute sur nous, mais en fait, c'est pas ça. Il y a des injonctions extérieures qui font que finalement, c'est pas notre faute. C'est une politique, c'est une construction sociale, c'est une manière de penser, c'est plein de choses qui jouent. Donc, une des choses de notre méthodologie de travail, c'est comprendre d'où viennent ces injustices. Ok? Et donc, et d'autre part, c'est aussi donner le pouvoir d'agir, c'est dire qu'est-ce qu'on fait, et c'est l'action collective. Et donc aussi, c'est comprendre aussi certaines choses, c'est comprendre certains fonctionnements de la société, c'est comprendre pourquoi devient notamment toutes ces inégalités qui on peut vivre au quotidien. Et pour toi, elles viennent d'où ces inégalités? Et donc, ces inégalités, c'est notamment, par exemple, une de notre clés de lecture, c'est le triple système de domination. Donc, ça, c'est les trois. Donc, c'est le racisme, le sexisme et le classisme. Et donc, une personne, par exemple, qui c'est, on va dire, une personne riche a des privilèges par rapport à une personne qui n'est pas riche. Un homme a des privilèges par rapport à une femme
et aussi une personne blanche a des privilèges par rapport à une personne qui est racisée. Et donc voilà, c'est une clé de lecture qui dit voilà, on est dominé, il y a des dominants, il y a des dominés. Et donc ces clés de lecture, ce triple système de domination va faire que si par exemple on est une femme, on est racisé et également une femme racisée et qui a peu de moyens, mais il y a les trois facteurs qui se mettent ensemble et donc c'est triple domination. Et donc du coup, il y a des rôles qui vont être imposés, il y a aussi des stéréotypes aussi qui vont les amener à des préjugés. Et donc il y a une série de choses qui nous, on essaye avec les personnes de déconstruire, on essaye de rendre visible, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et donc, pour finalement pouvoir agir et lutter pour une société justement égalitaire, juste et solidaire. Et c'est quel genre de profil de citoyens qui vont pouvoir, qui se rendent au CIEP de manière générale Est-ce que c'est quelque chose qui en fait touche toute la population ou est-ce qu'il y a peut-être des stéréotypes ou des gens, je sais pas comment dire, mais des gens types qui vont se rendre là Est-ce qu'il y a une homogénéité ou est-ce que c'est l'inverse Alors, c'est quand même assez complexe, hein, donc je vais essayer de faire deux catégories. Donc, on a les publics, les personnes qui s'adressent chez nous parce qu'ils viennent faire des cours de français, d'alphabétisation ou de citoyenneté. Donc, d'une part, ce sont des personnes d'origine étrangère. Et d'autre part, on a tous les militants, les bénévoles volontaires des organisations constitutives du MOC. Donc la CSC, donc les syndicats, ils travaillent aussi avec des militants. Donc Vie féminine a aussi des bénévoles, des femmes. Et donc toutes ces différentes organisations constitutives donc que j'ai nommé tout à l'heure aussi, les équipes populaires, les JOC, mais ça va être des jeunes, les équipes populaires, et donc la mutualité chrétienne aussi, et donc toutes ces personnes-là sont aussi des publics, et donc on travaille avec les organisations constitutives et les militants des organisations constitutives, mais également on ne fait pas que ça. Donc on a aussi des projets associatifs qui vont plus loin que les organisations constitutives du MOC, où on se retrouve avec aussi des personnes, aussi des autres associations. Donc c'est en gros, je dirais que d'une façon ou d'autre, sont des personnes minoritaires, sont des personnes qui ont plus difficile à mettre leur parole dans la voie publique, sont des personnes qui vivent des fragilités dans notre société, et donc on essaye de faire front commun, on essaye de faire des combats collectifs et pour justement lutter contre les injustices et l'égalité que ces personnes vivent au quotidien. Et ça, du coup, dans le CIEP, c'est géré par combien de personnes au final ? Vous êtes combien à gérer tout ça, ces dynamiques-là au quotidien ? Donc, il faut savoir que c'est un mouvement qui est représenté par fédération. Donc, on a la fédération CIEP et nos centres, on a Namur, on a Bruxelles, Luxembourg, WAPI, etc. Donc, tout l'ensemble des travailleurs, ça je ne saurais pas dire, mais si on se concentre sur ce qui est les CIEP et nos centres, mais on a d'un côté tous les pôles formateurs qui donnent des cours des FLE, d'alphabétisation et citoyenneté. Ça représente environ 5 personnes.
On a tous les pôles d'éducation permanente dans lesquels je travaille. Donc, on est plus ou moins 4. On est 4 personnes. Et alors, on a tous les pôles, je dirais, un peu plus administratifs, secrétariat, comptabilité. Et ça représente environ 3 personnes en parlant des temps pleins. Voilà. Et donc en tout, ça fait, je pense que ça fait 12 personnes, plus ou moins. Hein. Après, on a un responsable secrétaire fédéral qui chapeaute les CIEP. Et donc, il tout ce qui est les MOC, bien évidemment. Mais il faut savoir que nous, ça, c'est les travailleurs qui sont employés, qui ont un salaire, mais on travaille énormément avec beaucoup de bénévoles. Parce qu'ils trouvent des sens en ce qu'ils ont fait. Et des bénévoles sont dans différents projets. Il y a des bénévoles qui sont dans tout ce qui est alphabétisation, qui donnent cours d'alphabétisation. On a des bénévoles, par exemple, qui sont des personnes qui accompagnent des personnes qui ne maîtrisent pas la langue. Ils accompagnent dans les marches de la vie quotidienne. Ils peuvent aussi les aider pour prendre un rendez-vous, pour faire une lettre de motivation, pour un courrier qu'ils sont reçus chez eux qui ne comprennent pas. Donc, il y a tout un réseau de bénévoles qui s'occupent de ça. Et également, on a aussi des bénévoles pour les projets vélo également. Et donc, sûrement, il y a des bénévoles que j'ai oubliés. Notamment, je pense qu'il y a des mandats plus au niveau des prises de décision qui font partie aussi, qui sont en titre des bénévoles également et qui font un travail dans notre association. Et à part tous ces bénévoles-là qui permettent d'avoir quelque chose qui se passe, est-ce qu'il y a aussi une aide d'autres associations qui est mise en place ? Par exemple, le Bahamons, il y a beaucoup d'associations justement pour des causes diverses et variées. Et est-ce que vous arrivez ou est-ce que vous avez besoin de collaborer avec d'autres pour mettre en place des choses en fait ? Oui, tout à fait. Mais ça c'est une partie de notre travail, bien évidemment. C'est créer des projets communs. Pour justement s'allier, se renforcer et porter une parole qui va être plus forte. Oui, tout à fait. Et tout ça, c'est aidé par... en termes de financement concrètement, parce que je me pose la question, comment ça se met en œuvre, comment ça se met en place. J'imagine, vu qu'il y a beaucoup de bénévoles, qu'en fait, je dirais que c'est pas du tout une organisation ou une association qui a but lucratif, évidemment. Mais comment est-ce que vous arrivez à créer suffisamment de fonds pour pouvoir avoir des gens qui vont s'investir là-dedans en fait ? Comment vous arrivez à financer la chose au final ? Je vais répondre comme j'ai pu parce que je ne sais pas dans mes fonctions, je ne gère pas les budgets de l'association bien évidemment, mais j'ai quelques petites notions de base peut-être qui vont pouvoir répond une partie. Hein. Et donc, en fait, nous avons des fonds structurels et sont des fonds d'éducation permanente parce qu'on est une association qui est en éducation permanente. Donc, nous sommes subsidiés pour ça. On a aussi des subsides en lien avec les cours de français. Des langues étrangères. Il me semble que ce sont aussi des subsides plus et moins structurels. Et alors il y a tout un volet qui sont des appels à projets. Et ça dépend chaque année. Donc, et ça, c'est moins stable, je dirais. Et donc, notre association vit grâce aux subsides qu'on reçoit de l'État. Ok. Aussi une question peut-être que j'aurais dû poser dès le départ, mais qui me semble quand même intéressante, parce que derrière l'associatif, derrière toutes ces actions-là et tout ce qui se met en place, il y a aussi fondamentalement des êtres humains, des gens qui s'investissent.
Et comment est-ce qu'on en arrive là en fait à s'engager dans un truc je trouve aussi entre guillemets beau que le CIEP. Comment est-ce que toi par exemple tu en es arrivé là? Moi, par mon parcours professionnel, j'ai toujours été attirée par toutes les questions sociales et environnementales. C'était quelque chose qui me touche beaucoup. Et c'est ainsi que je suis arrivée là. Je trouve qu'un mouvement de cette ampleur qui fait aussi un travail politique, qui essaye d'influencer les politiques, qui essaye de rendre visible la parole des minorités et qui lutte pour une société solidaire, égalitaire et juste. Moi, je trouve tout mon sens. Et donc, dans notre travail, les personnes via aussi le travail qu'on fait d'éducation permanente, le travail de donner cours aussi à des personnes qui en ont besoin, qui se retrouvent dans les besoins. Et donc, ce sont toutes des questions sociales qui répondent à un besoin et que les personnes bénévolement s'engagent veulent s'engager à ça. C'est de l'humain, ça porte du sens. Et ça fait du bien. Ça fait du bien faire quelque chose qui soit utile et qui va bénéficier les autres et la société. Mais globalement, les gens quand vous recevez des gens qui viennent pour se faire former en gros, pour explorer différentes thématiques, différents sujets, différentes choses, c'est des gens qui globalement sont relativement très satisfaits en fait du CIEP au final. Alors, moi je dirais que oui, parce qu'on répond à un besoin vraiment sur le terrain et on s'occupe des personnes, on essaye de l'amener un esprit critique et on va vers l'émancipation des personnes. Donc c'est quelque chose de positif. Par contre, on se rend compte qu'on perd des personnes, beaucoup de personnes, mais c'est via les aléas de la vie, avec tous les problématiques que les personnes vivent. Mais parfois, on ne sait pas faire des miracles. Des personnes doivent déménager parce que c'est plus possible, ils ne trouvent pas un logement, c'est un logement insalubre, donc ils doivent déménager ailleurs, dans des lieux moins chers. Il y a plein de questions, plein de réalités, des personnes qui perdent simplement les titres de séjour parce que vivent par exemple une femme en regroupement familial et que décide finalement de se divorcer parce que c'est invivable vivre chez elle. Et donc finalement perdent les titres de séjour parce que pour l'instant c'est les risques. Et donc pour différentes situations injustes où se trouvent malheureusement certaines personnes, mais on ne sait pas, on perd des personnes, mais je pense que les personnes en général sont très satisfaites de nous rencontrer. Et du coup, toi, tu fais ce travail-là, cette implication-là, tu es donc à temps plein, c'est ça ? Sur le CIEP. Et du coup, ça ressemble à quoi ton quotidien en fait en étudiant au CIEP ? Je peux avoir une réunion en partenariat avec des personnes. Je peux être sur le terrain avec des ateliers des droits des femmes, avec des ateliers autour de vélo, mobilité. Je peux être en train d'envoyer plein d'emails dans tout ce qui est la coordination des projets.
toutes les tâches administratives qu'on doit rendre en lien avec tous les financements qu'on reçoit. Donc, j'ai pu être dans un conseil communal pour faire une interpellation avec les personnes. Voilà. Donc, j'ai pu me retrouver dans plein de lieux différents. Et voilà. Donc, c'est très varié et très polyvalent. Est-ce que ça t'arrive de devoir, justement pour essayer de former au mieux les gens, est-ce que ça t'arrive de devoir, entre guillemets, te former toi-même ? Oui, bien sûr. Dans notre mouvement, les CIEP, un des volets, c'est les formations, l'axe formation, notamment en éducation permanente. Et donc, on a une offre chaque année de formations dans lesquelles on peut s'inscrire. Mais au-delà de ça, on fait aussi notre semaine sociale wallonne. Donc c'est 2 jours de formation avec des experts et donc chaque année c'est une thématique différente. L'année passée c'était notamment l'écologie et donc voilà on fait je pense qu'aussi on donne aussi des formations à des autres associations, des autres organisations, institutions qui nous demandent aussi. Et donc, voilà, nous, on est au quotidien, on se forme aussi et également par rapport à comment les sociétés évoluent, quelles sont les thématiques dans lesquelles nous, on estime qu'il faut travailler. Tu parlais de se former sur l'écologie. Sur quels aspects de l'écologie en fait exactement ? Parce qu'en fait on est un petit peu dans le thème avec ce podcast-là de l'écologie, peut-être de l'alimentation, mais sur quels aspects en fait de ces thématiques-là vous abordez les choses ? Mais notamment, donc ça tombe bien la question parce que cette année, comme un mouvement d'éducation permanente, on doit faire des campagnes. Et donc, cette année 2025-2026, notre campagne, c'est l'écologie populaire. Et donc, on va démarrer en octobre et on va voir différents outils de campagne. Et en fait, pourquoi nous, on a fait notamment cette campagne ? En fait, c'est parce que nous, on constate que l'écologie n'est pas populaire et n'est pas suffisante, en tout cas comme on voudrait, et que les propositions politiques actuelles ne tiennent pas compte des classes populaires, provoquant régulièrement de leur colère et de la manque d'adhésion, notamment. Et donc, en fait, nous, on a été sur le terrain sur le terrain pour récolter la parole des personnes avec lesquelles nous on travaille au quotidien, avec tout l'ensemble des CIEP de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, il y en a 3 constats, en tout cas, par rapport à ça, et sur lesquels nous, on veut mettre l'accent aussi dans cette campagne, qu'on voudrait rendre visible. En fait, les classes populaires et les personnes les plus défavorisées sont celles qui subissent les plus les dégradations climatiques et écologiques. Donc ça, c'est un des constats. Donc, elles sont les plus impactées, qui subissent les plus des injustices quand il y a une inondation ou quoi qu'on soit. Alors, les classes populaires sont pourtant aussi celles qui ont les modes de vie les moins néfastes et les moins énergivores en termes d'écologie. Et bien souvent, c'est parce que, du fait de leurs conditions matérielles. Ils n'ont pas les ressources ou les moyens. Par exemple, pour acheter... déjà, la voiture, il faut poser la question c'est écologique ou pas, mais acheter une voiture électrique, voilà. Donc, parfois, ils n'ont pas les moyens d'agir comme ils veulent, de se nourrir peut-être d'une façon plus durable.
Alors, un autre constat, c'est que généralement, c'est aussi la partie la plus défavorisée de la population qui se voit la plus régulièrement suspectée d'un mode de vie non écologique, de l'imaginaire collectif et des discours politiques. Et pour nous, ça, c'est très important de notamment casser tous ces stéréotypes parce que, voilà, comme je disais, d'une part, sont les premières victimes quand il y a des dérèglements climatiques. Et donc, et d'autre part, mais c'est les personnes qui ont moins de moyens pour pouvoir vivre une vie qui soit une vie plus écologique, je dirais. Et donc, du coup, ils subissent ces triples peines que je viens d'expliquer. Et c'est très important pour nous de parler d'écologie populaire. Et alors, je terminerai aussi pour dire, on s'est dit, bon, qu'est-ce que c'est l'écologie populaire? En fait, en gros, une écologie populaire, c'est une écologie qui est ancrée dans les préoccupations des milieux populaires des personnes plus défavorisées. C'est aussi une manière de comprendre ces problématiques, mais d'une façon de mettre en place une écologie qui soit inclusive et accessible à tous et à toutes sans discrimination. Ici, se base aussi sur une démarche collective, participative et démocratique. Donc, ils doivent aussi être partie prenante de la prise de décision. Et alors, c'est une écologie qui c'est sociale, c'est égalitaire et qui va vers des droits humains et fondamentaux. Et c'est intéressant de se dire qu'il existe plein d'outils, je ne sais pas si vous les utilisez par exemple, pour sensibiliser justement ces gens-là. Par exemple une fresque du climat, des trucs comme ça. Je ne sais pas si tu connais ce genre d'outils-là. Est-ce que vous en faites parfois? Moi personnellement, j'ai pas encore mis en place ça, mais je pense que mes collègues, je suis sûre qu'ils sont faits. Et notamment par exemple, il y a une fresque de climat décoloniale qui est en train de je pense que ça fait pas très longtemps qui vient de sortir. Et notamment, on va proposer une activité en partenariat avec des autres organisations pour faire une activité, découvrir la fresque du climat décolonial. Et ça, c'est aussi dans le cadre du festival Nourrir les corps de Hainaut, dans lequel s'inscrit aussi le festival Autrement. J'avoue que la question elle était peut-être un peu mal tournée. On a peut-être pu sentir que j'allais peut-être un peu à l'encontre de cette idée-là. Mais en fait, là où je voulais en venir, c'est que parfois on a tendance à culpabiliser, et pas seulement les gens les plus défavorisés, mais aussi à culpabiliser beaucoup de gens dans la société, en prétextant que oui, le geste écologique doit venir des citoyens. Mais c'est aussi intéressant de se dire que le geste écologique, il doit aussi venir tout un changement en fait presque sociétal. Et je sais pas si tu es hyper d'accord avec le propos ou est-ce que tu as un avis complètement différent. Par exemple, il existe un outil, c'est pas une fresque mais c'est une sorte d'atelier. Donc c'est un logiciel qui invite les gens à faire un bilan carbone donc de leur vie. Donc, en disant si quelqu'un prend la voiture tous les jours pour aller au travail, ça augmente son bilan carbone. Si quelqu'un mange pas local, pas bio, ça augmente son bilan carbone. Et ce qui est intéressant, c'est que s'était fixé un objectif, je crois que c'est européen, qui était de 2 tonnes par an et par personne. Je sais pas si tu avais eu écho de ça. Mais cet objectif-là, en fait, il est complètement utopique à partir du moment où tu ne peux pas... tout le monde évolue dans une société, en fait. Donc tu ne peux pas atteindre 2 tonnes de CO2 par an émis pour une personne. Parce que si tu manges bio et local chez toi, peut-être que en fait, tous ces produits-là vont être exportés d'ailleurs. Même si tu prends ton vélo, forcément, il va être compris quelque part. Donc en fait, c'est hyper compliqué d'être entre guillemets hyper écolo. Il faut avant tout changer entre guillemets la société avant de culpabiliser les gens. Et c'est un petit peu là où je voulais en venir de manière un peu compliquée. Parce que j'ai un peu mal expliqué peut-être l'idée et le propos, mais est-ce que c'est aussi le genre de truc auquel vous faites attention ou je sais pas. Alors, donc,
je ne sais pas si je vais répondre concrètement à ta question, mais bien sûr, ça demande changement sociétal, mais il n'y a pas que ça. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des politiques de redistribution qui sont inégalitaires. Par exemple, on va culpabiliser des personnes individuellement parce qu'ils ne sont pas écolos, entre guillemets. Mais en fait, il faut voir qu'une grosse partie de la pollution et de tous les désastres, toutes les conséquences, donc tous les responsables du changement climatique, la grande part, ça vient des grosses entreprises, ça vient d'un autre niveau qui est plus méta. Et donc, et en fait, dans ce qu'on voudrait aussi dire, c'est qu'il faut changer aussi les politiques, il faut orienter les politiques avec des modes de fonctionnement, des financements différents. Il faut arrêter de financer les combustibles, les énergies fossiles, par exemple, et aller vers financer plus la sécurité sociale, financer plus à réduire toutes ces inégalités dans lesquelles des personnes des personnes qui se trouvent dans difficulté, ils ne peuvent pas agir comme ils veulent. Et donc je pense qu'il faut travailler dans un niveau plus aussi niveau politique, y mettre des politiques inclusives, écologiques, qui tiennent compte aussi des réalités des personnes et qu'il faut une redistribution plus équitable et arrêter de donner des cadeaux fiscaux à ces entreprises qui polluent et qui finalement, nous, à côté de ça, on n'est pas... on va très peu polluer par rapport à ça, si dans son échelle. Et du coup, Isabelle, moi, si maintenant je me présente au CIEP avec l'idée de pouvoir me faire former sur divers sujets, est-ce que c'est possible ? Alors, quand tu parles de se former sur des différents sujets, sur lesquels ? Par exemple, le sujet, la thématique écologique, par exemple. Oui. Et donc, quand tu parles de former, c'est suivre une formation sur l'écologie. C'est ça que tu veux dire ? Oui, entre autres, des ateliers ou avoir des gens capables de répondre. Par exemple, si je souhaite mieux manger, plus sainement ou plus en adéquation avec des valeurs écologiques, est-ce que je peux aller au CIEP et me présenter en ayant cette idée-là ? Alors, comme j'expliquais tout à l'heure, alors, je ne sais pas si ton objectif va répondre à nos objectifs. Donc, voilà. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que nous, nous ne venons pas avec une connaissance toute faite. Nous, on construit avec les personnes, avec les savoirs des personnes, avec les réalités, avec les difficultés qu'ils vivent. Et on essaye de collectivement se renforcer et aller vers quoi on veut aller pour qu'il soit plus juste par rapport au... je donne un exemple. Voilà, je suis citoyenne. Je souhaiterais mieux manger, mais mon budget ne me permet pas. Et donc, on peut venir créer un groupe de travail et on va réfléchir ensemble, on va voir quelles sont les difficultés, les réalités de chacun et voir comment, finalement, comment on pourrait faire pour rendre accessible à une alimentation qui soit, laquelle on souhaiterait. Et voir collectivement quelles sont les différentes pistes qu'on pourrait faire. Est-ce qu'il y a des solidarités entre nous à faire aussi? Et donc, on ne va pas venir donner une formation en tant que telle, on va co-construire avec les personnes, avec leur savoir, avec leur vie, leurs difficultés, avec les connaissances, avec les initiatives qui existent aussi, parce que
voilà, au-delà de ce que les personnes vont apporter, au-delà de comment on va s'enrichir les uns aux autres, mais aussi, on veut créer aussi des ponts, des alliances avec des initiatives qui existent déjà, peut-être qui peuvent répondre aussi aux besoins qui sont partagés dans un groupe, qu'on peut discuter sur ça. Donc nous, on va débattre, on va parler, on va se questionner, on va comprendre certaines choses, on va voir si les politiques sont inclusifs ou pas. Voilà, on va plutôt aller vers ça. Et pas, parfois, oui, on peut organiser des formations. C'est plutôt la nationale. C'est peut-être des formations sur lesquelles les bénévoles, avec lesquels nous, on a un réseau de bénévoles qui travaillent avec nous, peut-être qui viennent avec des différents besoins pour se former dans leur pratique quotidienne de leur bénévolat, le travail qu'ils font, mais peut-être qu'on va mettre en place des choses pour les outiller, pour les renforcer aussi. Et donc en fait, ça dépend. C'est une question complexe, c'est pour ça que je me disais quel type de formation, vers quoi, voilà. Et du coup, c'est les gens qui doivent, entre guillemets, aller vers vous, donc vers le CIEP, pour pouvoir répondre à ces questions-là. Ou est-ce que parfois aussi vous faites des démarches d'aller vers les gens ? Oui ou non? Oui, concrètement, c'est la méthodologie d'éducation permanente. Donc, voilà, il y a différents ports d'entrée, mais je vais expliquer un des ports d'entrée. Voilà, je viens d'arriver en Belgique. Je ne maîtrise pas bien le français et donc je viens m'inscrire au CIEP pour suivre des cours de français. Donc, je suis des cours de français. J'ai une animatrice donc, en éducation permanente qui vient un moment dans mon cours, il me présente les projets de vélo solidaire. Qui au-delà de me former par rapport au français, on peut venir faire une formation pour apprendre à rouler à vélo ou se sentir en sécurité. Et donc, du coup, ces personnes-là disent pourquoi pas. OK? Et donc, ces personnes vont venir aussi en parallèle à déjà un projet qui commence à sortir de ces cours de français du quotidien. Et donc, voilà, avec les pratiques vélo, mais on va se questionner quels sont les freins. Est-ce que oui, je sais rouler à vélo, je n'ai pas master en vélo. Ou je ne sais pas mettre mon vélo, les personnes qui suivent la formation n'ont pas en place, ne peuvent pas les stocker chez eux. Donc, il y a plein de... Donc, collectivement, on va se poser la question, quels sont les freins qu'on rencontre sur le terrain collectivement, qu'on pourrait les surmonter. On crée des ponts avec des autres associations citoyennes qui travaillent autour des vélos. Par exemple, il y a une association qui propose de réparer les vélos. Donc, on vient, on apprend à réparer avec eux. Et donc, on ne doit pas aller dans un magasin spécialisé. On apprend nous-mêmes. Donc, on va s'autonomiser par rapport au vélo. À l'outil, on va les dominer. On va apprendre à les réparer. Et donc, on va s'autonomiser par rapport à ça. Et donc, il y a une série de choses, finalement, qu'une personne, peut-être, qui forcément vient pour une porte d'entrée, puis sortir par une autre porte d'entrée. Notamment aussi, par exemple, je vais aussi dans les groupes, je présente un atelier des droits des femmes, par exemple. Je présente un atelier des droits des femmes, il me dit, voilà, je souhaiterais me renforcer par rapport aux droits. Je viens d'arriver ici, je ne connais pas bien le fonctionnement des pays, je ne connais pas mes droits. Je vais chez chez une institution ou quoi qu'on soit, on ne me comprend pas, je ne comprends pas ces papiers, je ne sais pas quoi faire, voilà. Et donc, la personne, va aller dans l'espace des droits des femmes, va rencontrer des autres femmes, va rencontrer des personnes qui vivent peut-être les mêmes difficultés, qui vivent la même chose, on va travailler des thématiques de différents droits par rapport à ce qu'ils vont apporter. Et donc, du coup, les personnes viennent pousser pour une chose, ils partent dans
une démarche d'émancipation et d'éducation permanente. Et donc, parfois, voilà, nous, on va quelque part inciter à ces personnes-là à aller vers ça. Et donc, après, nous, on impose à personne. C'est chacun son choix. Donc, les cours de français, parfois, c'est obligatoire, ou les cours de citoyenneté pour les demandes de la nationalité. Bon, bref. Et donc, voilà. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Complètement. En tout cas, c'était très clair. Est-ce que... Alors, j'ai l'impression de basculer d'un sujet à un autre, mais est-ce qu'il y a parfois des préjugés ou ce besoin de déconstruire des choses parce que le CIEP apporte quelque chose aux gens, mais est-ce qu'il y a parfois besoin justement d'apporter un contre-discours, en fait, par exemple? Oui. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Notamment, les préjugés amènent après aux discriminations. Et donc, notamment, ces préjugés qui sont négatifs. Et donc, on va catégoriser les personnes. On va voir, juste se focaliser sur une chose. Et qu'on va amener on va penser négativement déjà, au lieu de voir la personne dans la globalité, dans ses compétences, donc qui on est réellement. Donc, en fait, ce travail des préjugés, il est présent tout le temps, et nous, dans le travail qu'on fait au quotidien, dans les différents groupes, on déconstruit ça. Et donc, c'est impressionnant parce qu'on a des préjugés partout. C'est très, très marquant quand les personnes qui portent elles-mêmes des préjugés, qui les savent, elles portent aussi des préjugés sur des autres choses, sur des autres personnes, sur des autres catégories de personnes. Et en fait, c'est ça qui est finalement faire comprendre que ces logiques-là des préjugés, même si c'est inévitable, parce que l'humain a besoin de catégoriser pour comprendre des choses, de comprendre ça te permet de dire mais non, mais finalement, non, on doit voir une personne comme elle est, aller vers les personnes, aller rencontrer les personnes comme elles sont, parler de nos différences, comprendre les cultures des uns des autres, et pour finalement voir, voilà, qu'on n'est pas les préjugés, c'est que des préjugés. Et donc, c'est des choses dans lesquelles nous, comme je disais tout à l'heure, on travaille pour déconstruire ça. Parce que ça mène des dégâts, en tout cas, dans la société. Mais c'est quoi les préjugés, par exemple? Je dis qu'ils doivent être hyper nombreux, mais est-ce que tu as un exemple de préjugés que tu as pu rencontrer et qui a été difficile à déconstruire, ou sur lequel il a fallu beaucoup travailler? Comme ça, je vais essayer de trouver un exemple qui soit clair. Par exemple, on pourrait voir une personne racisée, une femme. Les femmes racisées sont moins qualifiées. Ok? Et donc, du coup, la discrimination, ça c'est une idée conçue, préjugé négatif, ok? Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Dans la recherche d'emploi, elle va avoir des discriminations par rapport à ça, donc ça c'est autre chose. Mais je ne sais pas si c'est un lien ou pas, en tout cas, mais ce qui est grave, c'est qu'il y a des discriminations, plus, je dirais, des violences institutionnelles. En fait, des femmes qui arrivent ici en Belgique, il y a une grande partie qui sont des femmes diplômées. Mais ils arrivent ici
et leurs diplômes ne sont pas reconnus. Et s'ils sont reconnus en sous-qualification. Par exemple, je suis dentiste dans mon pays. Je viens ici, j'ai fait les démarches pour obtenir l'équivalence. Ils vont me dire, ben non, ton équivalence c'est assistant dentaire. Oh, bon. Et donc, bon, c'est pas en lien vraiment avec un préjugé, mais c'est des violences, des discriminations finalement qui les femmes qui viennent d'un autre pays se retrouvent dans une situation difficile. Et en plus, parfois ils n'ont pas les choix, ils doivent faire des travaux qu'ils n'auraient jamais pensé y faire. Parce que ils ont besoin d'une certaine autonomie financière, parce que pour obtenir les titres ne pas perdre il y a plein de situations angoissantes. Et donc je dirais que c'est préjugé. Donc déjà les difficultés structurelles dans lesquelles elles se trouvent, en plus les préjugés, en plus la difficulté de la langue, et toutes des choses qui s'ajoutent, finalement, c'est quand même doit surmonter au quotidien beaucoup de choses, c'est une charge mentale qui s'ajoute. Aussi par rapport aux rôles qui sont associés aux femmes, bien évidemment, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui fait, selon toi, ou des discussions que tu as pu avoir avec des gens qui viennent en Belgique et qui se retrouvent dans des situations où leur diplôme, par exemple, n'est pas reconnu, est-ce qu'il y a un manque de communication dès le départ, un manque de sensibilisation sur ce qui va se passer quand elles vont arriver en Belgique, en fait? Pourquoi est-ce qu'il y a cette problématique-là qui existe, en fait? Je pense que il y a... Je ne sais pas si c'est le traité de Lisbonne. Il doit y avoir comme un genre de parallélisme, je pense, entre les contenus et les compétences que tu as acquis dans ton pays, les compétences avec les mêmes... Donc, il y a des choses, en tout cas, je ne maîtrise pas ça. C'est à notre niveau, c'est pas... je ne maîtrise pas du tout. Et donc... je sais que c'est une réalité du terrain, que c'est une difficulté sur le terrain et donc et dans lesquelles les personnes migrantes se retrouvent face à ces difficultés-là et qui je tiens à les souligner parce que ça me touche. Et du coup, vous aidez ces gens-là en leur apportant un appui ou un soutien notamment administratif, j'imagine, pour les aider peut-être à obtenir cette fameuse équivalence. Est-ce que vous avez aussi des soutiens psychologiques en fait aussi pour des gens qui peuvent être un petit peu étonnés ou quand ils subissent ce genre de choses? Nous, via les ateliers qu'on met en place avec Vie Féminine, notamment les ateliers des femmes et leurs droits, vise à les renforcer en termes de droits. Ok? Et donc, on va échanger avec les femmes. Il va y avoir une femme qui dit « Ah, mais finalement, moi, ils m'ont d'abord refusé, ils ne voulaient pas me donner l'équivalence, ils me demandaient un papier que je devais apporter, des machins, blablabla. » Et donc, elle nous explique son expérience et finalement, elle nous a dit « Je me suis rendue sur place. » J'ai eu la personne qui avait mon dossier qui continuait, qui c'était pas possible. Je ne pouvais pas aller plus loin. Elle a demandé les chefs de service. Et finalement, elle a parlé avec les chefs de service. Finalement, elle a obtenu son équivalence de diplôme qu'elle avait. Donc parfois, tous ces types d'expériences, on les partage entre femmes. Et on voit, parfois il faut oser en fait. Il faut aller sur place. Parfois, si on n'ose pas, qu'est-ce qu'on peut faire?
on trouve quelqu'un qui nous accompagne. On a les réseaux des traducteurs bénévoles chez nous. Bon, voilà, si on ne maîtrise pas bien les français. Et donc, nous, via ces ateliers-là, mais on essaye avec les femmes, mais voir qu'est-ce qu'ils font déjà, comment elles essayent de débloquer quand il y a des situations de non-droit. Hein. Et donc, ça, c'est d'une part. Donc, d'une part, on s'est renforcé, voir comment on peut faire et qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place, quels sont les vécus de chacun. Et donc, on se renforce. Et alors, d'autre part, on voit aussi, mais viens, on peut chercher du soutien. Nous, on ne donne pas un soutien psychologique, on ne sait pas faire tout. Mais on dit, voilà, mais j'étais dans telle association Espace Sémaphore, où j'ai obtenu des sciences thérapeutiques qui travaillent avec des personnes racisées, voilà, des parcours d'émigration difficiles. Mais oui, mais c'est bien. Voilà. Et on fait ensemble un carnet aussi d'adresses, un carnet aussi des personnes ressources. Sont des personnes qui sont bienveillantes, ok? Parce que aussi, on repère aussi les endroits qui sont pas bienveillants. Il faut attention là ou attention. Donc nous, on fait, c'est ça aussi qu'on fait. Et c'est grâce aux échanges avec les personnes qu'on se renforce collectivement. Et alors après, on dit, qu'est-ce qu'on peut faire aussi s'il y a aussi des injustices ou des obstacles. On dit que ça, on ne sait rien faire. On doit se mobiliser. On doit parler à l'intérieur du CIEP, on doit parler dans des autres associations. Il faut qu'on rende visibles toutes ces violences institutionnelles qui sont là et dans lesquelles il faut mettre en place des politiques qui vont pouvoir répondre à un réel besoin et arrêter d'avoir des manières de faire qui finalement empêchent les personnes d'avoir des diplômes, qui empêchent les personnes qui les mettent dans la difficulté. Et est-ce qu'il y a un lien avec la notion de zone de droit, comme on discutait tout à l'heure? Est-ce que ça fait référence à ça aussi? Oui. Donc, zone des droits, c'est aussi un projet qui est émergé, mais je pense que ça fait déjà plusieurs années, au moins 3-4 ans en tout cas, parce qu'on s'est rendu compte que voilà, il y a des personnes à papier précaire, et donc d'un jour à l'autre peuvent perdre le titre de séjour. Il y a des personnes qui n'ont pas des papiers, ok, de son papier. Ce sont des personnes qui n'ont pas de droits, pratiquement, très peu, sont très très fragilisées en termes de droits. Et donc, notamment en un groupe autour de ça, et ces groupes-là, c'est aussi dans la même logique. C'est essayer de mettre en place, voir quelles sont les difficultés et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pallier à ça et créer beaucoup de solidarité. Parce que parfois, c'est pas possible. Et donc, on essaye d'être solidaire, créer des solidarités par rapport à tout ça, y aller dans la rue, manifester, plein de choses en parallèle, l'action collective, porter des revendications, les MOC portent des revendications ensemble par rapport à toutes ces réalités. Donc, on essaye de porter, rendre visible tout ça et essayer d'aller vers une société plus égalitaire et solidaire. Et par rapport au CIEP, est-ce qu'il y a une thématique qui te tiendrait à cœur d'aborder par rapport à ça? Par rapport au festival Outre-Mons aussi, peut-être on pourrait revenir sur comment est-ce que le CIEP en est venu à participer en fait à ce festival-là. Déjà, je vois difficile que les CIEP ne participent pas à ce festival parce que ça se fait dans nos locaux. Donc, voilà, on doit être que partie prenante du festival, ça c'est sûr et certain.
Et donc, et nous, on est aussi dans le sens qu'il faut construire des initiatives. Et des initiatives qui luttent aussi contre l'agro-industrie qui nous domine et qui fait beaucoup de ravages. Et donc, du coup, c'est très important que nous, on puisse être vecteur aussi, favoriser que ce type de festival dans nos locaux puisse y exister. C'est vrai que j'ai peut-être pas expliqué ce qu'était le festival Outre-Mons, mais en fait c'est un festival qui va regrouper des associations. Il peut y avoir le CIEP justement, comme on en a parlé, peut-être Extinction Rebellion aussi, qui eux touchent plus de l'activisme ou de la désobéissance civile. On peut avoir aussi du Pain et des Roses par exemple qui sera présent et qui eux sont plutôt une épicerie sociale. Et puis aussi on projette aussi d'organiser la projection d'un film le 9 octobre. Par contre le festival lui sera le 11 octobre. Donc c'était juste pour replacer les choses et de quoi on parle. Est-ce que vous avez prévu d'avoir un petit stand lors de ce festival à Mons ? Pas forcément, on n'a pas prévu avoir un stand, mais on a prévu d'organiser un débat balade sur l'écologie populaire focus alimentation. Et donc ça va être une balade, on va s'arrêter dans différents lieux symboliques où on va aborder la thématique de l'alimentation populaire par différents axes. Par la découverte aussi des projets qui rendent une alimentation plus accessible à plus grand nombre. Et donc c'est plutôt ça qu'on va proposer comme activité concrète au-delà d'être de l'organisation bien évidemment du festival. Alors Isabelle, on a abordé beaucoup de sujets précédemment lors de cette émission, mais étant donné que le festival Outre-Mons tourne autour de la question de l'alimentation, il prend en tout cas ce parti pris-là, bien que plusieurs existent, on pourrait peut-être aborder la question justement du rapport que peut avoir le CIEP avec l'alimentation, et quel est ce rapport justement ? Mais la thématique de l'alimentation, c'est une thématique qui nous traverse depuis déjà de nombreuses années. Donc moi, ça fait 2 ans que je suis dans les structures, mais bien longtemps avant qui s'est travaillé déjà. Et donc c'est une thématique qui intéresse les personnes qui viennent chez nous. Et en tout cas, on les travaille dans différents lieux. Donc, d'une part, on travaille l'alimentation, mais avec les personnes, comme je disais, qui s'adressent chez nous et qui suivent des cours de français, d'alphabétisation et de citoyenneté. Et donc, il y a toute une dynamique qui se met en place où les formateurs aussi sont impliqués. Et donc, c'est toute une série de mises en valeur des savoir-faire, des pratiques culinaires, et aussi en lien avec la santé. Parce que il y a des pratiques ou des petites, comme je dirais, des recettes de grand-mère qui se partagent et qui viennent de leur pays d'origine. Et donc c'est très riche comme on peut, via l'alimentation, via certains aliments, on peut se soigner. Il y a des connaissances aussi des plantes, des genres d'infusions. Il y a une connaissance extrêmement riche qui notamment avec cette société industrielle, mais on perd tout ça.
Hein? On est en train de perdre toutes ces connaissances, toutes ces valeurs chaudes, toutes ces connaissances chaudes qui les personnes passent de génération en génération, mais nous, on met en valeur. Mais pas que ça. Donc pas que ça. Nous, on essaye d'alimenter avec des autres choses, avec la découverte peut-être des initiatives. Notamment l'année passée, on avait été visiter de pain et des roses. On a fait aussi, on a visité la Maison Folie, on a fait des ateliers multiculturels pour cuisiner des repas de différents pays où les personnes ont échangé aussi des recettes. Toutes des recettes avec des produits, pas des viandes en tout cas, c'était tous des fruits, des légumes principalement, des légumineuses. Tout en achetant chez Du Pain et des Roses. Donc c'est une association qui travaille qui travaille avec des producteurs principalement locaux et donc qui a un espace de vente. Donc voilà, on a fait plein de liens, donc on fait découvrir différentes initiatives, on met en valeur tous ces savoirs culinaires, recettes pour se soigner, voilà. Et donc, et tout ça, on les rend visibles dans ce qu'on appelle les journées de l'alimentation. Donc, une fois par an, on fait ça. On invite aussi nos partenaires avec lesquels on travaillait avec nous aussi. Notamment, je pense que l'Observatoire de la santé aussi a travaillé avec nous. Et on peut aussi faire venir des pièces de théâtre pour amener une touche plus conviviale avec un événement qui parle aussi de la thématique de l'alimentation. Donc ça, c'est quelque chose de très, très concret qui mobilise toute l'équipe des formateurs, toutes les personnes qui suivent des cours chez nous, et c'est quelque chose d'assez marquant, je trouve. Alors après, nous, on va avoir des discussions dans notre groupe, on va avoir des autres lieux de discussion. On amène les réalités des personnes par rapport aux problématiques de l'alimentation, et notamment on se questionne sur la thématique de l'accessibilité. L'interculturel autour de l'alimentation, et notamment on est tout au début pour le moment, mais on souhaiterait avec les différentes organisations constitutives de MOC qui se rassemblent dans ces groupes de travail qu'on appelle les groupes de travail MOC alimentation, et donc on veut se questionner sur l'accessibilité notamment. Il y a un projet qui s'appelle la sécurité sociale de l'alimentation, sur lequel on souhaiterait s'inspirer. Donc, c'est un projet qui est né en France en 2017. Et aujourd'hui, ce projet-là est porté en Belgique par la CREASA. Donc, les CREASA, c'est les collectifs de réflexion et d'action sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et donc, avec ces collectifs, l'idée, c'est vraiment réfléchir pour garantir un droit universel à une alimentation durable, en tenant compte des différents volets, donc tout ce qui est les volets production, les volets transformation, les volets distribution, les volets consommation, donc tous les processus de la production jusqu'à on va manger l'aliment, donc de la chaîne alimentaire. Et donc, en fait, ces projets, concrètement, s'inspire un peu des modèles de la sécurité sociale avec un axe supplémentaire qui serait l'alimentation. Donc c'est un peu l'idée de ces projets.
Et donc, par exemple, chaque personne, tout le monde aurait droit à un genre d'échec d'une certaine valeur. Hein. Et donc, ces chèques, c'est à dépenser dans des lieux, mais pas dans un supermarché. Hein, donc, qui est dans ce système agro-industriel. Non, c'est des endroits qui proposent des produits, des producteurs locaux, et des restaurants peut-être engagés dans une alimentation saine et qui a derrière un respect des conditions de travail, un respect de l'environnement. Donc, il y a des questions sociales et d'égalité qui sont derrière. Et donc, au-delà de ça, en fait, ce qui est très intéressant et qui parfois est très peu abordé, c'est qu'il y a des conseils démocratiques locaux, et donc composés par une diversité d'acteurs, de citoyennes. Donc, ça serait pour mission de déterminer quels sont les produits qui peuvent rentrer dans ces chèques, quels sont les services donc les lieux, les magasins. Et donc, ça, c'est une démarche démocratique. Donc, c'est très important. Et donc, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, en tout cas, de construire ce type de solutions, ce type d'initiatives avec les acteurs et aussi avec les citoyens et les personnes concernées. Et donc, voilà. Donc, c'est pour l'instant, dans ces groupes de travail, on veut faire venir un de mes collègues du siècle Luxembourg, qui notamment a participé à ces projets de la CREASA en Belgique. Et donc, on voudrait voir comment nous, on peut s'inspirer de ce type de pratiques. On souhaiterait aussi inviter des autres acteurs, notamment qui font partie d'un autre groupe de travail qui s'appelle Accessibilité du Conseil politique alimentaire. Et donc, on voudrait élargir ces questions-là et les réfléchir avec des autres acteurs. Et alors, si, en fonction de comment, quels sont les différents liens, possibilités, alliances, voir comment après, concrètement, on pourrait impliquer des personnes concernées à la construction des solutions. Parce que, oui, c'est quelque chose, d'un côté, il faut bouger les choses au niveau politique, mais aussi il faut mettre en place des initiatives aussi concrètes qui répondent aux besoins des personnes, des citoyens. Merci pour cette réponse hyper complète. Merci. Je me demandais donc, vu qu'on arrive tout doucement vers la fin de cette émission, toutes ces informations-là, on peut les retrouver quelque part, j'imagine. Il y a un site, il y a quelque chose. Alors, oui, nous avons un site, des CIEP et nos centres, des CIEP et nos centres. Donc ça, c'est notre site internet qui va... On est en train de faire un travail sur ça, donc il va évoluer. Donc pour l'instant, ça va... Sachez que ça va changer. On a une page Facebook du CIEP aussi du MOC et nos centres. Et pour l'instant, à part aussi, on a des adresses mail, mais dans les réseaux sociaux, c'est plutôt la page, notre page, et donc il est Facebook. Oui. Ok, ça marche. Pour terminer, est-ce que tu te sentirais ok de pouvoir nous résumer ce qu'est le CIEP, mais en quelques mots, quelques minutes, pour garder le mot de la fin, voilà. Oui. Donc, les CIEP et nos centres, comme je disais, c'est l'association d'éducation permanente du MOC, du Mouvement ouvrier chrétien. Et donc, les CIEP mettent en place des actions sur le terrain
notamment nous, on travaille, à part de toutes ces actions sur le terrain, aussi on donne des cours de français d'alphabétisation et citoyenneté. Et notamment avec ces personnes, mais on fait des projets sur différentes thématiques et ces projets visent à l'émancipation. Et donc les thématiques qui nous traversent, mais ça peut être l'écologie, la mobilité, l'alimentation, la migration, la précarité. Aussi, on a des groupes de travail plus, je dirais, avec des autres acteurs, avec les organisations constitutives de MOC, donc, qui sont les équipes populaires, la Mutualité chrétienne vie féminine, la CSC et les JOC. Et donc, avec ces groupes de travail, on va traiter, par exemple, des thématiques par rapport à la jeunesse, donc c'est la commission jeunesse, des thématiques par rapport aux aînés, c'est la commission des aînés. J'ai parlé notamment des groupes de travail MOC alimentation, des questions sur l'alimentation. Et donc, on a aussi des projets très concrets aussi où les organisations constitutives se retrouvent aussi, c'est la zone des droits, parce qu'on travaille aussi sur des questions des droits. Donc, ça, c'est vraiment des actions très concrètes, mais également avec les volets d'éducation permanente qui visent l'émancipation des personnes, mais qui visent aussi à rendre visible la parole de toute minorité, des personnes fragilisées, des personnes qui malheureusement ont moins difficile de mettre leur voix dans la voie publique. Et donc nous, on va essayer de porter leur voix et construire des politiques qui soient plus justes, inclusives, égalitaires et solidaires. Merci Isabelle pour ce résumé, pour le coup fort représentatif des valeurs que porte le CIEP. En tout cas, je trouve que c'est super beau de pouvoir répondre à tous ces gens qui peuvent parfois dire que l'écologie ou dire que cet aspect social-là est parfois complètement utopique. Mais il suffit de se pencher, faire des initiatives comme le CIEP pour se rendre compte que le monde que l'on essaye de créer tous ensemble, eh bien, il peut exister, il existe déjà, notamment grâce à des gens qui choisissent de dédier leur carrière professionnelle justement à cet aspect social parce qu'ils y croient, parce que c'est leur valeur et parce qu'ils y sont convaincus et ça a sans doute énormément de sens en tout cas. Donc je te remercie chaleureusement Isabelle d'être venue derrière le micro pour prendre la parole et nous parler justement du CIEP. Et puis je te souhaite une très bonne continuation dans cette initiative-là. Merci. Mais merci à toi aussi pour avoir pensé à nous et nous avoir invités à cette émission. C'était avec un grand plaisir.